Bien. Alors, nous allons reprendre. Alors, je vais évidemment introduire Ludwig. Alors, Ludwig, d'abord, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je pense que, en fait, on était aux États-Unis ensemble il y a déjà, voilà, disons plus de 10 ans et moins de 50 ans. On va le dire comme ça. Alors, dans mon cours, comme vous l'avez vu, l'objectif, c'est quand même de parler de découvertes, d'inventions et d'innovations à travers des exemples. Et puis mon dernier cours, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sera sur les personnes. Ça sera sur les découvreurs, les inventeurs et les innovateurs. Alors, je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les gens qui inventent, les gens qui découvrent et les gens qui innovent. Alors, dans le cas de Ludwig, on est dans un cas qui, en quelque sorte, n'est pas typique de ce que je vous raconterai dans mon dernier cours, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois un très grand scientifique, donc un découvreur, certainement un inventeur, mais c'est aussi un innovateur. Donc il a réellement tous les panels que l'on peut avoir, du monde de la science au monde de la technologie. C'est quelqu'un qui a une connaissance profonde des mécanismes de la matière, mais aussi qui sait qu'il les met en application, et vous allez en voir une illustration dans son séminaire, qui les met en application pour faire des choses qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Et quand on discute avec lui, on s'aperçoit que cette préoccupation de faire des matériaux qui ont des propriétés exceptionnelles tout en ayant une compréhension profonde de la matière, eh bien c'est d'une extrême densité, d'une extrême richesse. Donc Ludwig, je te laisse la parole et merci beaucoup pour avoir accepté de faire ce séminaire. Merci beaucoup Didier. C'est un très 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 grand plaisir de faire ces cours. Je vais parler des résultats qui sont tout nouveaux. À la fin, je vais parler des résultats qui sont tout nouveaux et qu'on pense qui sont prometteurs et qui ont été publiés le 7 avril. Donc vous voyez, on est un mois après la publication. Et je vais... bon, bref, je suis un peu ému, donc je ne sais pas comment je vais commencer, mais le mieux, c'est peut-être que je commence. Donc, un élément de ce grand plaisir, c'est parce que je parle après le cours de Didier Roux sur le verre et l'introduction sur le verre, qui est, comme vous pouvez voir, ici, un matériau très, très noble. Je ne sais pas où est-ce que je m'en... Ça y est. Qui est un matériau très, 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 très noble. Et à côté, il y a un verre, un verre plastique. Et le plastique, c'est un matériau aussi fantastique que le verre, mais souvent, on refuse un peu la noblesse au plastique. Alors, c'est aussi un verre, c'est un verre organique. Vous voyez, c'est un matériau solide qui est complètement transparent, qui n'est pas cristallisé et qui se comporte comme un solide. Et la preuve qu'on pourrait mettre la contenu de cette bouteille, il sera... Mais il n'est pas comme le verre. Et c'est peut-être aussi un problème. Et les plastiques, c'est un matériau du XXe siècle. En fait, les premiers plastiques ont été fabriqués au début du XXe siècle, vers 1910. Et donc, c'est tout nouveau. Ça n'a rien à voir avec des millénaires de tradition, mais c'est quand même très, très utile. Donc, cette verre en polystyrène, c'est un solide. Et la structure, contrairement au verre, ou peut-être comme le verre d'ailleurs, nous allons voir, c'est des atomes qui sont liés pour former des chaînes énormes. Donc ces petites n que vous voyez, ça peut être très grand, ça peut être 1000, 10 000. Il y a 10 000 éléments identiques qui forment une chaîne, une macromolécule. Et ces macromolécules que les physiciens dessinent souvent comme des espèces de lignes de spaghettis qui s'enchevêtrent, bougent tout le temps par le mouvement thermique, et quand elles peuvent se glisser les unes contre les autres, le matériau coule. Si par contre ce mouvement se fige pour des raisons qu'on pourrait
discuté tout à l'heure, on a un solide. Donc à basse température, le matériau, à basse température c'est la température ambiante, le matériau est solide, comme ce verre, comme cette coupe de champagne en polystyrène. Et cette découverte de plastique a changé complètement notre monde. Elle a accompagné toutes les technologies modernes. Et pour les gens de ma génération, ils se souviennent des films, Les Lauréats. Et dans ces films, il y a un ami de famille de héros qui est Ben, et qui était joué par Dustin Hoffman, qui donne un conseil pour les futurs, pour l'avenir de ce jeune homme qui ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire avec sa vie. Et il lui a dit, just one word, juste un mot, les plastiques. Alors les pauvres, ils ne savaient pas très bien ce que cet ami de famille voulait dire, et il lui a expliqué, il y a de l'avenir dans les plastiques. Et effectivement, en 1967, on produisait à peu près 20 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, nous produisons plus que 300 millions de tonnes de plastique. Ce qu'il faut réaliser, c'est que tous les 10 ans, presque tous les 12 ans maintenant, la production de plastique mondiale double. Ça veut dire, nous produisons, dans 10 ans, nous allons avoir, si les choses se passent, ce qu'on espère qu'ils vont se passer, 600 millions de tonnes de plastique qui vont être produits. Alors ceci est dû au fait que les plastiques, donc les polymères, ces grandes chaînes on appelle les polymères, sont très utiles. Ils sont très utiles pour les parents ou les grands-parents comme moi. Par exemple, les couches ont facilité la vie de toute une génération. On l'utilise dans l'électronique, on l'utilise dans les objets de tous les jours. On l'utilise pour transporter le fluide, l'eau. Et on l'utilise aussi dans les voitures. Et avec une grande satisfaction, je peux montrer à Didier Roux que ce verre de Thuisy, il est fait en plastique, en PMMA. Il est fait par Arkema, s'appelle Altiglass Shield, et c'est un verre plastique nanostructuré. Et nous avons un peu contribué pour sa conception et cette idée. Et donc les plastiques sont très 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 utiles. Mais ils ne sont pas parfaits. Si on prend les verres en polystyrène, et si nous les mettons en présence d'un liquide, d'un alcool en l'occurrence, ou une solution de l'eau qui contient un peu de l'alcool, une application tout à fait naturelle pour cet objet. Et si on met en présence de ce liquide ces verres sous tension, le verre organique va se casser. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous. Si vous mettez l'alcool et vous déformez un peu vos morceaux de plastique, vous allez voir plein de craquelures qui vont se faire. Et c'est pour ça, souvent, que vos robots de cuisine perdent leur transparence et vous voyez plein de rayures, de petites craquelures sur les pieds. Alors, les verres verts est beaucoup plus résistant chimiquement. Et l'expérience qu'on réalise au laboratoire, qui est toute simple, c'est-à-dire on immerge un ruban de plastique, on les soumet à une contrainte, et on regarde au bout de combien de temps d'immersion dans ce liquide on peut quelle est la force à l'application de laquelle les matériaux se cassent, et vous voyez que même au bout de 2 minutes, cette force diminue, au bout de 30 minutes d'immersion, ça devient vraiment beaucoup plus fragile. Et c'est pour cette raison-là
que les verres en plastique ne se sont jamais développés, et vraiment les gens ils essayaient, parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans la machine à laver, puisque vous allez trouver tous vos verres en plastique cassés. Et c'était des projets qui étaient très grands. Et ce sera un des sujets de notre sujet, c'est qu'on essaiera d'améliorer ça, parce que cette fluoration sous contrainte due à l'environnement est à l'origine de 25% de tous les accidents, de toutes les catastrophes qui impliquent les éléments structuraux de plastique. Et ce n'est pas juste votre aquarium qui tout d'un coup commence à être fissuré, mais donc le plastique il est super léger, on voudrait faire les objets des structures qui tiennent avec ça, mais comme les surfaces, comme le matériau est très fragile quand on a un agent chimique, c'est une propriété qu'il faut absolument améliorer. C'est un exemple de propriété qu'il faudrait améliorer. Et il ne faut pas grand-chose. Par exemple, les casques de footballeurs américains, quand on mettait les étiquettes dessus où il y avait la colle, qui était la colle solvantée, ces casques sous choc, et il y a beaucoup de chocs dans le football américain, c'est cassé trop souvent et c'est un élément de fragilité qui est important. Donc les enjeux de toute cette industrie de polymères, de plastique, c'est évidemment, comme partout, améliorer les performances, produire plus vite, produire à un coût énergétique et économique plus faible, mais aussi de répondre à de nouvelles applications, de nouvelles exigences et de nouvelles demandes sociétales. Et cette exigence, par exemple, de la résistance chimique, qui n'est pas tellement au liquide, ces liquides peuvent être tout innocents, ces liquides, ça peut être l'eau avec du savon pour les conduites de l'eau chaude, enfin de l'eau usée, c'est quelque chose qui pose des problèmes fondamentaux et des problèmes techniques qui sont énormes. Donc les polymères, les premiers polymères, en fait, c'était pas juste les grandes molécules, c'était les grandes molécules qui étaient liées entre elles pour former des réseaux. Et on appelle ça les résines thermodurcissables ou les élastomères si sont élastiques à température ambiante, s'ils sont au-dessus de la température de transition de vitrification dont il parlait Didier. Et donc, la forme, si on fabrique un projet en résine thermodurcissable, on crée ces polymères, un peu comme on crée les verres, on les synthétise, et ensuite, il a la forme qui est figée, parce que ces points de réticulation des réseaux figent la forme de l'objet. Et donc, le fait que c'est un réseau, ça donne des caractères solides, puisqu'on a fixé la forme, et ça donne l'insolubilité, et donc l'énorme résistance au solvant que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça peut donner aussi l'élasticité caoutchoutique qui est utilisée dans les pneus. Alors pour ceux qui ne savent pas, ici, ça c'est un téléphone, et les premiers téléphones, ils étaient faits avec les résines thermodurcissables, les bakélite, et parce qu'on louait les téléphones. Donc les fabricants de téléphones ou les compagnies de téléphones avaient l'intérêt que les téléphones soient les plus résistants et ils durent le plus longtemps possible puisqu'ils étaient en location. Alors aujourd'hui, c'est juste l'inverse. On voudrait qu'on change les téléphones tous les jours et c'est pour ça qu'on fait les téléphones en thermoplastique. Et donc on utilise les polymères qui sont juste enchevêtrés. Et donc ces polymères-là sont fluides à chaud, ils sont solubles, mais on synthétise les polymères avant et on fabrique les objets en chauffant. Et du coup, ces polymères-là peuvent être recyclés, contrairement aux résines thermodurcissables. Et cette fabrication des objets en plastique passe par la transition vitreuse, passe par l'état où on passe d'un liquide vers un solide, on chauffe les polymères, ils sortent d'une extrudeuse, et ces morceaux-là
la température diminue, il devient solide. Et cette transition-là, elle est très très brutale. Donc ce même morceau donc, qui sortait de l'extrudeuse, vous voyez, il est transparent, c'est un verre, mais il est clairement solide. La transition vitreuse est assez mystérieuse et spectaculaire. La densité des matériaux, les matériaux restent amorphes. Les matériaux changent légèrement sa densité, et en changeant cette densité, le mouvement de segments de ces chaînes devient gelé. Donc, il devient moins libre à grande distance le long de la chaîne. Et donc, seulement des petits segments peuvent bouger, les autres restent figés. Et donc, les résultats, c'est qu'on passe d'un liquide qui est très fluide à un liquide qui est beaucoup plus solide. Et ce passage dépend de la vitesse avec laquelle on refroidit les systèmes, parce que les changements de densité dépendent de la vitesse. Et donc, au cours de cette transition, on passe à quelque chose qui est liquide, qui reste liquide, mais ce liquide est tellement visqueux que quand on applique la force pour faire couler le liquide, les liquides résistent et il nous apparaît comme un solide, comme s'il ne changeait pas, comme il n'arrivait pas à s'écouler, puisqu'il change juste un peu la forme et il n'influe plus. Et donc c'est le cas des polystyrènes. Ce qui est intéressant et ce qui est très très différent de ce qu'on a vu précédemment, que cette transition elle est abrupte. Cette transition se passe sur quelques dizaines de degrés et ça, ce n'est pas une cristallisation, le matériau reste amorphe. Et donc il y avait ces deux catégories de polymères qui existaient heureusement et qui menaient une existence bien heureuse pendant un 100 ans. Et en 2011, nous avons introduit les concepts et nous avons conçu les vitrimères. Alors les vitrimères, c'est un nom horrible, mais on ne savait pas comment donner. Donc vitri, ça vient de latin, et mère, ça vient du grec. D'accord, parce que c'est un polymère, donc mère, et vitri, c'est la glace. Le seul mérite de ce mot, c'est qu'il n'y en avait pas de vitrimère dans les Google. Et il est difficile de trouver dans les Google un mot qui a 7 lettres et qui n'existe pas. Donc, nous étions heureux d'avoir les vitrimères. Donc, avec François Tournillac, deux thésards de l'époque, Damien Montarnal et Mathieu Caplot, nous avons synthétisé les premières vitrimères. Alors, l'inspiration pour la vitrimère venue de la silice amorphe, qui est, comme vous avez vu, l'archétype du verre. La silice amorphe peut être travaillée à la flamme. On peut changer la forme sans qu'elle coule, sans qu'il y ait des gouttelettes qui s'échappent. Donc la silice à chaud est malléable, mais néanmoins elle reste complètement insoluble. Et ceci est complètement mystérieux. Comment on peut avoir un matériau qui s'écoule et qui en même temps reste, qu'on ne peut pas les dissoudre. On avait vu que les thermodurcissables étaient insolubles, mais on ne pouvait pas se couler plus, puisque c'était un réseau. Et le thermoplastique se coulait à chaud, mais du coup était soluble. La silice, elle est complètement différente. Bon, et en plus, elle est spéciale parce qu'il n'en a pas besoin on peut travailler à la flamme sans régler précisément la température. Et en fait, le verre, c'est un verre très particulier. Enfin, le verre de silice amorphe est très particulier. Toutes les matières organiques et la majorité de matières inorganiques passent de cet état liquide à cet état vitreux de façon très abrupte. La silice passe en suivant une variation très douce, très progressive, et qui obéit à une loi qui s'appelle la loi d'Arrhenius. Et comme cette dépendance est très faible en fonction de la température, la transition n'est pas abrupte,
Donc vous voyez qu'on peut la travailler à dans une très large plage de température sans que pour autant la silice flue. Et en plus, la silice est insoluble. Et ce caractère d'insolubilité, pour un chimiste, paraît complètement évident, puisque la silice amorphe est un réseau des atomes liés par des liaisons covalentes. Et donc, comme c'est un réseau permanent, avec des liens permanents, donc elle ne va pas s'écouler. Donc, une possibilité qu'elle s'écoule, c'est que les réseaux se défait. C'est-à-dire qu'à température élevée, on casse les liens covalents. Mais ceci n'est pas vraiment possible parce que l'énergie les liens entre la silicium et l'oxygène est très fort. Donc si on chauffe même à 2000 degrés, l'énergie due à l'agitation thermique est beaucoup plus faible que l'énergie nécessaire pour la dissociation de ces liens covalents. Donc on ne peut pas casser les réseaux et on ne peut pas faire couler par ces mécanismes-là la silice. Donc en fait, pourquoi la silice peut être travaillée à chaud resterait encore un mystère. Et ce qui est important, c'est les impuretés. On a parlé de calcium, on a parlé de sodium, il y a bore, il y a aluminium. Et nous pensons que nous comprenons pourquoi donc la silice peut couler et pourquoi les impuretés sont importantes. Et ça sera ma conclusion. Mais notre ambition pour ce travail était complètement différente. En fait, nous n'avions pas eu la prétention d'expliquer pourquoi ce matériau qu'on connaît depuis 2000 ans, ou plusieurs milliers d'années, coule. Ce que nous nous sommes dit, que puisque la silice est unique, et la silice n'existe pas dans le monde organique, dans le monde des matériaux légers, est-ce qu'on pourrait faire un matériau organique qui se comporterait comme la silice, c'est-à-dire qui va avoir cette capacité de combiner l'insolubilité, quelle que soit la température, et la capacité de s'écouler, de travailler comme un polymère. Et c'est là où on a imaginé les vitrimères. C'est un réseau d'atomes qui est capable d'échanger ces liens sans jamais échanger le nombre d'atomes. Donc quand on dit ces réseaux pourraient changer la topologie sans pour autant, à aucun moment, de rompre des liens. Alors comment ça peut se faire? Alors d'habitude, je fais monter les gens sur la scène pour faire un réseau et je montre comment ça se fait, mais là, j'imagine que vous êtes déjà fatigué après 1h30 de cours. Donc, on va mettre ça par le dessin. Bon, imaginez un couple, deux atomes qui sont liés ici, et qu'il y a un autre partenaire qui arrive, et le couple, il vient à un moment ensemble, pour un temps très court, et il change le partenaire. L'élément rouge répare, et c'est maintenant l'élément vert qui est le partenaire avec l'élément bleu. Jamais le lien est disparu, mais simplement on a changé la topologie, l'organisation du réseau, parce qu'on a changé de partenaire. Et comme chacun sait changer de partenaire, ça diminue le stress, donc grâce à ce processus, on pourra relâcher les contraintes, ce qui en anglais on appelle le stress. Donc voilà. Et donc si ces échanges sont très rapides, les matériaux, les réseaux s'écoulent. Si par contre les échanges sont très longs, si ça prend 1000 ans pour faire un échange, si ça prend 1000 ans pour changer les partenaires, on peut dire qu'on est tout le temps couplé avec la même personne. Mais par contre, si ça se fait pendant une milliseconde, le système est complètement fluide et le système s'écoule. Donc, comme on dit, on peut avoir dans ce système une transition réversible d'un état liquide à un état solide, tout en restant tout le temps en réseau, et donc ça veut dire étant complètement insoluble, puisque toujours lié
pour être ensemble. Donc, et François Tourniac, nous avons utilisé la réaction de transesterification qui est utilisée tout le temps dans l'industrie, c'est la réaction classique d'un alcool avec un ester, où se passe exactement la même chose que sur mon dessin, sauf qu'on est en pyramide plutôt qu'à plat, et on passe, vous voyez, on change les radicales R2 et R1, exactement comme sur les dessins, dans la transesterification. Et pour faire ça, on a fait la chimie toute simple, qu'on connaissait bien au labo, c'était la chimie des époxys, et que vous connaissez d'ailleurs aussi en achetant les héraldiques, par exemple. Sauf que là, on réagit époxy avec acide. Vous voyez, ça se fait tout simplement, en grosse quantité, on coule la résine, on chauffe, on donne la forme. Et la seule chose qu'on fait, on ajoute un catalyseur, en l'occurrence, c'est acétate de zinc, qui va, lui, contrôler la vitesse de réaction d'échange. Donc, il va contrôler cette facilité de passer à l'état liquide à l'état solide. Et cette résine époxy, qui est un réseau, il est complètement insoluble, même dans les trichlorobenzène à chaud pendant toute une nuit. Le nombre d'élions reste constant, qu'on peut voir par une spectroscopie. Ça se comporte comme un élastique, c'est-à-dire que si on l'étire, il revient et il devient biréfringent. Donc on dirait un caoutchouc normal. Mais pas du tout. Si on chauffe le système et si on applique les contraintes, donc ça se fait dans un rhéomètre, on applique un cisaillement, on applique une contrainte et on va suivre la déformation. Et ce qu'on va voir, c'est que avec le temps, la déformation augmente très doucement, mais augmente. Donc ça veut dire que le système flue. Donc comme on dit, on a ces réseaux complètement insolubles et en même temps, ils fluent. Nous avons réalisé un vitrimer. Et ce qui est plus, la viscosité varie avec la température suivant la loi Arrhenius. Donc comme la silice, les vitrimères passent de l'état liquide à l'état solide très très progressivement. Donc nous avons fait la silice organique. La silice n'est pas toute seule. Par contre, tous les autres composés organiques et tous les autres polymères se comportent complètement différemment. La transition vitreuse est très abrupte et ils sont solubles. Donc du coup, on peut travailler notre vitrimère un peu comme le verre. Donc pour illustrer ça, nous n'allons pas souffler dans le vitrimère, mais nous avons appliqué les sèche-feu un peu puissantes et avec azote plutôt qui souffle l'azote plutôt que l'air pour ne pas oxyder notre vitrimère. Et donc, on prend ce ruban élastique, on les tourne, et donc vous savez que si c'est un ruban élastique, il va revenir à sa position habituelle. Mais si on chauffe avec notre sèche-feu, notre pistolet chauffant, on va relaxer les contraintes qui étaient accumulées par la déformation. Et en relaxant ces contraintes, nous allons avoir la nouvelle forme. Mais comme la viscosité en chauffant ne change pas très brutalement, on garde la forme de ruban. Et le résultat, c'est que cet élastique a maintenant la forme d'équilibre qui est la forme de ruban. Donc comme un verrier, nous avons fait un hélicoïde de caoutchouc et vous voyez, si on enlève le poids, il revient à sa forme d'équilibre. Au début, c'était juste un ruban. Bon, on pourrait faire ça aussi avec des époxys qui font des résines dures, ce qui est important parce que tous les composites sont souvent faits à partir d'époxy. Les éléments pour l'électronique, pour les planches, pour les câbles. Donc on peut faire les époxydes durs, mais de nouveau, il faut ajouter les catalyseurs qui va permettre les réactions d'échange dans ce système. Ceci donne d'autres possibilités. Par exemple, on peut souder donc, les deux morceaux réticulés des réseaux, on ne pourrait jamais les souder et les chauffer. Mais par contre, des vitrimères, oui, parce que ici on a des défauts, on met les ensemble
et du coup les défauts se propagent partout dans les matériaux, les deux parties deviennent les vrais matériaux. Donc si on regarde, donc ça veut dire qu'on pourra les recycler. C'est-à-dire on prend cette époxy, cette résine thermodurcissable, qui normalement n'est pas recyclable, on la broie et on fait de nouveau les mêmes pièces pour les tests mécaniques. On a changé un peu la couleur, on a oxydé, mais les propriétés mécaniques restent les mêmes et le matériau il est complètement insoluble. Donc depuis 2011, les chercheurs partout dans le monde ont fait des matériaux complètement fascinants avec des vitrimères. Ils ont fait divers types de plastique réticulé et élastomère qui étaient malléables et recyclables. Ils ont fait des composites qui ont des propriétés de composites habituelles, mais qui peuvent être assemblés ensemble et recyclés. On a fait des cristaux liquides qui peuvent faire de matériaux absolument fascinants avec des propriétés mécaniques et optiques très intéressantes. Et on a fait des matériaux en mémoire de forme. Donc ici, vous voyez un objet plat. Et cet objet plat a été figé par la transition vitrimaire. Vous le réchauffez, il devient une chaise. Évidemment, c'était fait pour une illustration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des noix de carbone. Donc, en fait, on chauffe avec la lumière. Et en chauffant avec la lumière sur l'objet noir, il change la forme. Et cette première génération de vitrimères, ou ces premières générations de vitrimères, elle était basée toujours sur des systèmes qui comportaient l'atome de carbone et les hétéroatomes d'autres atomes dans le squelette. Donc il restait deux défis. Parce que la majorité de polymères qui sont fabriqués dans le monde et qui sont utilisés dans le monde ont un squelette carbone-carbone. Et donc si vous regardez ce polypropylène, polyéthylène, enfin tous les plastiques que vous connaissez, le polystyrène, ont ce squelette carbone-carbone. Et donc les grands défis, ça aurait été de faire des polymères avec tous ces polymères-là, et donc fabriquer les vitrimères à partir de tous les monomères et tous les polymères existants. Et ça, il n'y avait pas de réaction d'échange assez robuste pour pouvoir les faire, parce qu'il faut qu'ils soient robustes, puisqu'il faut qu'il n'y ait pas de réaction parasite qui réticulerait de façon permanente et non dynamique les systèmes. Et le deuxième défi, si on veut que ce système soit utilisé, ce sera de pouvoir les mettre en œuvre par les méthodes qui étaient développées pour les thermoplastiques, c'est-à-dire qu'on puisse le faire très rapidement avec les mêmes outils, sans changer des outils. Donc, quand on dit remplacer les thermoplastiques avec les bonnes propriétés par des vitrimères. Donc, faire les thermoformages pour faire les verres que je donnais, faire les injections, etc. Et donc, pour y arriver, il fallait trouver une chimie covalente dynamique qui est rapide et robuste. Pour un chimiste organicien, si le rendement d'une réaction est de 80%, c'est très bien. Pour les polymères, 80%, ça peut être un désastre. Si vous mettez dans une extrudeuse un polymère et il y a des réactions, 20% de réactions parasites, les 20% de réactions parasites va complètement changer ce polymère en réseau et va bloquer complètement votre extrudeuse et il vous faudra un marteau-piqueur pour sortir cette polymère de l'extrudeuse. Si vous polymérisez quelque chose et vous avez un rendement de 80%, vos chaînes vont être tout courtes. Pour faire des chaînes longues, il faut avoir les rendements de 99 ou 99,5%. Et deuxième défi, deuxième problème, c'est évidemment trouver la synthèse et les réactions qui sont adaptées au cela. Et c'est les choses faites. Nous sommes arrivés au laboratoire de les faire en utilisant des esters boroniques. Et ça, c'est le travail de jeunes professeurs, et non Nicolai. Et nous avons dirigé
qu'on dirigeait un étudiant extrêmement doué, Max Redeker, et après il y a deux postdocs qui sont joints à nous, Tristan Domenech, Rob van der Wengen, et il y a un nouveau étudiant, Antoine Briac, qui continue ce travail. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce travail vient d'être publié dans Science, où vous pouvez trouver les références, les données si ça vous intéresse davantage. Donc les esters boroniques contiennent des bords et la liaison bore-oxygène est très très forte. La synthèse des esters boroniques est très très simple. Ils ont une stabilité thermique exceptionnelle, très forte. Et en plus, ils sont tolérants aux divers groupes fonctionnels, groupes réactifs. Donc, on peut espérer qu'ils nous permettront d'éviter les réactions secondaires. On s'intéressait aux esters boroniques puisqu'on les connaissait bien, les acides boroniques. Nous avons, il y a très longtemps, fait des hydrogels autocicatrisants, mais on ne l'appelait pas autocicatrisant avec Erwan Pezeron en utilisant le borate, l'acide boronique. Plus récemment, ce même type de problème a été refait dans les contextes d'autoréparation par nos collègues américains, Samerlin, ou par Jingguang, qui utilisaient les transestérifications. Dans tous les cas, la chimie impliquait les diols, et les diols ne sont justement pas tolérants à d'autres groupes réactifs, notamment avec des esters. Donc, en fait, on ne pourrait pas les utiliser tels quels. Mais ce que nous avons anticipé un peu, mais s'aperçu et démontré avec beaucoup de peine, c'est que si on prend ces esters boroniques, ces esters particuliers, on appelle le dioxaborolane, et on les mélange, ils sont extrêmement purs. On fait ça dans les conditions anhydres. On observe une réaction. En fait, on part avec ces deux pics, c'est la chromatographie gaz, on part avec 2 espèces et on finit avec 4 espèces en équilibre. Et donc, on est en présence d'une réaction de métathèse où, tout en étant liés, les deux objets sont toujours liés, les deux esters sont toujours liés, on arrive à mélanger la partie diol et la partie acide et obtenir donc 4 combinaisons. Donc on a 4 produits de réaction qui sont en parfait équilibre. Et cette réaction-là, on appelle la réaction métathèse. Elle a une particularité, elle ne demande pas, dans le monde de réaction de métathèse, elle ne demande pas de catalyseur et elle se passe même à très basse température. Ici, vous avez vu 60 degrés. Et si on augmente la température, on peut la rendre beaucoup plus rapide. Donc, c'est une réaction idéale pour faire un vitrimère. Il nous restait juste d'imaginer comment faire les vitrimères à partir de squelettes carbone-carbone. Il y a 2 méthodes où on polymérise les chaînes, on les réticule par cette réaction de métathèse, ou on part, et dans ce cas-là, la réaction de métathèse, elle sert de donner la mobilité au polymère à haute température, et la viscosité de ce polymère, comme la réaction est très rapide, va être faible, et on pourrait les transformer comme des thermoplastiques. Ou on peut partir de polymères commerciaux qu'on achète, et on les fait réagir avec les esters boroniques qu'on greffe là-dessus, et de nouveau on utilise la réaction de métathèse pour les réticuler. Donc quand on dit on peut partir ou au niveau de synthèse de polymères, ou de polymères existants, les modifier et leur donner les caractères vitrimères. Et ces produits sont compatibles avec les procédés, là, ces échantillons-là, on a appliqué pour les PMMA, les plexiglas ou altiglas dont on a parlé, ou pour polystyrène, ou pour polyéthylène, pour tous ces produits qui sont des plastiques les plus courantes et aussi les plus utilisés pour les propriétés. Et donc, ce qui est extraordinaire, que ces polymères donc, sont insolubles, c'est des vitrimères, mais on peut les recycler, et on peut les recycler plusieurs fois, et il n'y a même pas de changement de couleur notable, elles restent transparents, et leurs propriétés restent inchangées, même après les 4 recyclages.
Donc si on regarde maintenant notre polystyrène, le verre de polystyrène dont nous avons commencé, et on fait la même expérience de résistance au solvant, on voit que le polystyrène normal était craqué, il était fragile, mais celui-là, il est réticulé, c'est la réticulation dynamique, et il résiste à la fracture, même après les 3 heures ou beaucoup plus longtemps de plongée dans les solvants. Donc tout ça ouvre un monde des opportunités très grandes et que je vais juste un peu aborder avec vous, puisqu'on peut invitrumer à partir de polyéthylène, dans la même extrudeuse qui est utilisée d'habitude. Donc si vous prenez une application de transport de l'eau, potable ou usée, si pour des raisons d'augmentation de résistance chimique, pour les résistances à fluage, puisqu'on avait dit c'est un verre, ça flue, il faut réticuler les polymères. Du coup, pour assembler les tuyaux, vous êtes obligé de les serrer et vous avez évidemment des microfuites. Dès que la terre se déplace un tout petit peu, les tuyaux se déplacent un peu, vous avez les risques de microfuites. Imaginez que 50% de l'eau qui est distribuée à Paris est perdue. Il y a 2 pays où on ne peut pas se permettre de perdre la moitié de l'eau potable utilisée. La même chose avec l'eau usée. Eh bien, avec les vitrimères, on pourrait imaginer, s'ils ont les mêmes propriétés que polyéthylène réticulé, on pourrait imaginer de résistance au fluage, on pourrait imaginer qu'on peut faire le soudage, tel qu'on avait montré pour les vitrimères époxy. On peut imaginer qu'on peut les réparer. Et plus encore, on pourrait recycler ces éléments réticulés. Le même problème dans l'industrie. Effectivement, la résistance au fluage des vitrimères est nettement meilleure que la résistance du fluage. Vous voyez, on applique la force et la déformation est très très faible par rapport à la déformation de polymères non réticulés. De même, si on les met dans l'eau avec du savon, avec les surfactants, dans un test qui est normalisé, les polyéthylènes normales non réticulés vont craquer, les vitrimères, au bout de 50 heures, voire 350 heures, ne changent pas. Mais on peut faire plus. On peut prendre 2 polymères qui sont deux plastiques qui sont complètement incompatibles. On peut prendre les PMMA, les plexiglas qui est transparent et qui est vitré, les polymères, les polyéthylènes, et normalement il n'y a aucune adhésion entre ces 2 polymères. Même si on les chauffe pendant 2 heures et 2 heures, sous pression, on n'obtiendra jamais d'adhésion. Ces polymères-là sont incompatibles. Mais parce qu'on a ce réseau de dynamique, si on met les 2 polymères ensemble, les groupes polaires vont aller à l'interface, et que deuxièmement, on pourrait avoir de réactions à travers l'interface. Et donc on peut obtenir une adhésion très forte entre 2 polymères qui sont complètement différents. Donc on peut imaginer des multicouches, des choses comme ça, assemblage fort. Et surtout, on peut imaginer de faire des alliages très très performants. Mais une utilisation potentielle que je vais mettre en avant, c'est justement ce problème, ce que toi tu appelais, Didier, de recycler, et pas de recyclage possible, et que moi j'appelle la réutilisation. C'est-à-dire, il y a 2 obstacles pour recycler les plastiques. C'est que, certes, sont très utiles, mais comme ils sont de nature chimique différente, ils sont complètement incompatibles. Donc on ne peut pas les mélanger sans un tri préalable. Donc on se trouve avec les montagnes de plastique de différentes sortes. Et s'ils sont réticulés comme les pneus de façon pas dynamique permanente, on ne peut pas les remettre en œuvre, on ne peut pas les mélanger avec les thermoplastiques. En faisant les mélanges en présence de nos éléments réactifs qui leur donneront la qualité des vitrimères, on pourrait imaginer qu'on ferait des alliages qui sont encore meilleurs que les composantes
ils ont les propriétés techniques plus meilleures, on ne les perdra pas, donc on pourrait les utiliser pour faire de divers objets qu'on fait en plastique. Et cette demande sociétale écologique, les vitrimères, nous espérons, à partir de l'année prochaine, vont résoudre. C'est un problème de soudage sans utiliser les plombs. Les plombs, il est interdit. Et dans l'électronique, on utilise les étectiques étain plomb parce que cette pâte à souder, elle va fondre à température de l'ordre de 200 degrés. Si on n'a pas de plomb, la température va être de 260 degrés. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver des polymères, dans la connectique par exemple, qui résistent, qui ne s'écroulent pas à température de 200 degrés. Et donc François Tourniac et André Damangeon ont conçu le vitrimère de polytéréphtalate de butylène qui probablement permettront très très rapidement de changer complètement la façon dont on fait de cartes mères, de la connectique dans l'électronique. On pourra souder sans plomb. Et le verre. Et là, j'arrive à la conclusion. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que le verre, c'est un vitrimère, c'est un vitrimère. La verre de silice, c'est un vitrimère. Et certaines impuretés qu'on y ajoute, c'est des catalyseurs de réaction d'échange. Effectivement, les liens SI sont extrêmement robustes et on ne les défait pas. Mais par contre, nous savons qu'il peut s'échanger facilement. Mais simplement pour que les temps d'échange soient bons, il nous faut des catalyseurs. Et il y a deux façons d'agir sur ces réseaux, d'introduire les défauts, et ça c'est les sodium, les potassium. Plus on a de défauts, plus on a évidemment la facilité de défaire les réseaux, les rendre. Mais il y a d'autres impuretés qui pourraient agir comme le catalyseur d'échange et qui pourrait réorganiser les défauts et donner cette mobilité et le fait qu'on peut les travailler, la silice amorphe, à des températures beaucoup plus basses, tout en gardant ce caractère progressif de la transition vitreuse. Mais tout ça, même s'il y a quelques expériences que j'interpréterais volontiers comme ça, que je trouvais dans la littérature, tout ça, ça reste encore une spéculation, mais nous espérons beaucoup de pouvoir traiter ce problème dans les futur très proche. Donc voilà, de monde inorganique, on est passé à organique et on est revenu à monde inorganique. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.